Bienvenue et merci d'être là en direct sur LN24 pour faire une nouvelle fois le tour du pays, le tour de votre vie, le tour de votre actu, avec comme tous les soirs l'alerte rédac qui nous emmènera autour d'un personnage ce soir. Mark Cook va-t-il tuer les glaciers ambulants? Figurez-vous qu'après avoir racheté les glaciers de la Poste, il vient de racheter une cinquantaine de camions glace qui vont peut-être tuer une profession déjà dans les difficultés en ce moment. Nous planterons aussi notre thermomètre, mais pas n'importe où, au milieu des aéroports de Belgique et notamment compagnies veulent reprendre les vols vers Israël. Oui, mais voilà que certains membres du personnel, hôtesses, pilotes, refusent de participer à ces vols et de transporter ce qu'ils appellent parfois des criminels de guerre. Enfin, des visages à la une, il y en a plus d'un, ils sont une nouvelle fois de chez nous. Nafissatou Thiam, qui pourrait ne pas participer aux mondiaux d'athlétisme à cause d'un code de conduite qui pose problème. Les taxis du côté de la Louvière, dont Wael, qui sont victimes, disent-ils, d'un nouveau règlement. Et puis les présidents de parti, dont Raoul et Debo, dont les voitures sont comparées. Depuis ce matin dans la presse, on vous fera un tour complet de la carrosserie de nos présidents de parti, avec autour de la table une nouvelle fois un casting de rêve. Ça se passe chez nous, c'est jusqu'à 19h et c'est sur LN24. Avec autour de la table ce soir, Jean Kitenge. Bonsoir Jean. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. De l'autre côté, un homme qui tombe à pic, Didier Leb. Bonsoir Didier. Bonsoir. Parce qu'on va parler d'un sujet qui vous concerne forcément, les aéroports et les compagnies aériennes et surtout le personnel qui, vous l'avez vu, fait une nouvelle fois parler de lui. Et puis puisque nous allons parler des chauffeurs ce soir, je voudrais qu'on salue l'un des conducteurs les plus célèbres de ce pays, Dany Sprotels. Bonsoir Dany. Puisqu'on ne le sait pas assez, mais au-delà de votre casquette d'avocat pénaliste, vous êtes aussi taximan puisque vous ramenez l'ensemble des chroniqueurs à la maison chaque soir. Nous vous offrons donc ce petit montage concocté par la maison. J'espère que ça vous honore et que ça vous gratifie, mon cher Dany. C'est un maillot d'Anderlecht, ça. Non, je crois que c'est un maillot de l'équipe de France. Ne le répétez pas trop fort parce que ça pourrait énerver Dany. Cette parenthèse étant placée, nous allons pouvoir rentrer au cœur de l'actualité avec la une du jour. Et on aurait pu forcément s'arrêter sur la une de l'Avenir ce soir, qui met en lumière les lieux de baignade en Wallonie. Vous savez que forcément, vu les températures, elles en profitent en ce moment pour faire le plein de Belges. On pense notamment aux fameux lacs de l'Odeur qui font le plein, véritable carton en ce moment. Résumé de la situation par un jeune, Brandon, qui se rend sur place régulièrement et qui nous dit « Elle est froide, mais ça va quand même ». Bref, c'est un petit peu ça la leçon du jour au niveau des températures et des lieux de plaisance. On aurait pu s'arrêter aussi sur la une de la DH qui revient sur une nouvelle polémique autour des éoliennes. Ils sont plusieurs, elles sont plusieurs les communes à dire non à des nouvelles éoliennes. On pense à Houillet, on pense à Ciney, on pense à Dinan. Le message est à chaque fois le même. On en a déjà assez chez nous, on n'en veut plus. Mais c'est sur la une autre une qu'on va s'arrêter ce soir, la une de la Meuse, de la province, de la capitale, bref, la une de tous les journaux du groupe Sud Info qui reviennent sur un événement qui s'est déroulé à Aqualibi. Nous sommes au mois de février 2024, certes l'événement est déjà daté, mais il fait parler de lui aujourd'hui, dans le parc aquatique sans doute le plus célèbre du pays, et c'est là que s'est déroulée une affaire qui laisse tout le monde pantois. 3 élèves qui ont entre 12 et 13 ans ont eu des relations sexuelles dans une cabine du parc aquatique, sous le regard, semble-t-il, complice d'un éducateur. On va y revenir dans un instant, mais d'abord avec vous, Alexandre Gérard, les faits, et rien que les faits, que s'est-il passé en février 2024 là-bas ? Eh bien, ce qu'on reproche à l'éducateur, c'est d'avoir été mis au courant par l'un des jeunes. On lui reproche aussi l'envoi de messages à la jeune fille. Mais ce n'est pas uniquement pour ça qu'il est dans l'œil du cyclone, c'est parce qu'il n'a pas prévenu sa hiérarchie dès qu'il a été mis au courant par l'un des jeunes. Et avant 14 ans, tout acte de pénétration sexuelle est considéré comme un viol et naturellement interdit. Alors, une grande question ce soir, comment, dans ces circonstances, l'établissement scolaire en question a-t-il été mis au courant de cette affaire ? Eh bien, parce que dès le lendemain, il en parle à une collègue qui, elle, comprend la gravité des faits. Elle prévient la direction qui lance ensuite une procédure disciplinaire. On lui reproche autant sa gestion de l'événement, le fait de ne pas avoir prévenu, mais aussi car ce n'est pas la première fois qu'il est pointé du doigt. Il y a 10 ans, il avait été entendu par la direction de son établissement pour avoir discuté sur les réseaux sociaux avec une élève de 15 ans. Un petit point sur la situation de l'éducateur en ce moment. Il en est où? Suspendu, mis de côté? Il a droit à des allocations, à d'autres choses? Eh bien, ce qui a été retenu comme sanction par la direction, c'est une démission disciplinaire. Il n'a donc pas droit aux allocations de chômage ni à des indemnités
indemnités. L'éducateur a lui introduit un recours en suspension et en annulation au Conseil d'État. Le Conseil d'État qui a rejeté la demande de suspension et qui se prononcera sur la demande d'annulation dans quelques mois. Alors, l'idée n'est absolument pas de les pointer du doigt, mais l'établissement scolaire en question, c'est celui-ci, l'Institut autonome mixte du côté d'Andenne, qui a l'habitude d'organiser régulièrement des sorties pour ses élèves, des sorties notamment du côté d'Aqualibi. Ce n'était pas hors du commun, c'était un élément relativement ordinaire dans le cadre pédagogique qui est confié à l'établissement. Dany, je voudrais une réaction de votre part à chaud. L'homme de justice, l'avocat, il répond quoi à cette affaire? C'est normal que l'éducateur soit immédiatement mis de côté et sanctionné? Je trouve que c'est une faute très réelle de sa part. Rendez-vous compte que je ne vais même pas dire des adolescents, ils sont encore plus jeunes que cela, ont des rapports sexuels. Imaginons que les parents soient avisés de cela. C'est la moindre des choses qu'ils aient des contacts avec l'école. Et là, on ne dit rien. Cet éducateur ne considère pas qu'il faut prendre contact avec la direction pour révéler ce qui est incontestablement une situation très anormale et très angoissante. Donc je trouve qu'il mérite en tout cas une sanction très réelle et il fait preuve d'une légèreté totale en agissant de la sorte. Deux éléments importants dans ce dossier, le manque de communication auprès de la hiérarchie, vous venez d'en parler Dany, mais aussi la légèreté avec laquelle il a traité ensuite cet événement, notamment dans son rapport avec les élèves. Deux messages qui, semble-t-il, ont depuis été effacés, mais qui ont été envoyés par l'éducateur en question à la jeune fille, à la seule jeune fille qui était impliquée dans cette affaire et dans ces actes sexuels. Voilà deux messages que je me permets de vous livrer. Tu t'es trop donné et on vous a supprimé les émojis, mais qui faisaient partie du message, ou encore il est irrité en parlant de l'un des deux jeunes garçons qui avaient participé avec elle à cet acte sexuel. Vous êtes choqué, Jean, quand vous voyez ces propos en disant « Attendez, plus que le manque d'information, c'est la façon d'en rire comme si c'était un truc amusant ?» Ouais, comme si c'était tout à fait normal. Moi, ça me choque véritablement, c'est très très grave. Et donc, je comprends complètement qu'en fait, qu'il soit sanctionné, parce qu'en plus, il y a eu des précédents. Il a déjà parlé à une enfant, et il faut le dire. Et pour moi, c'est déjà une alerte très rouge, parce que c'est pas normal qu'un adulte puisse entretenir une conversation en plus ambiguë avec un enfant. Et là, en plus, on voit d'une certaine manière, il a assisté à une scène de rapport entre deux enfants. Oui, assister, on imagine quand même derrière la paroi de la cabine, mais on se comprend. En tout cas, il était mis au parfum, mis au courant. Il le savait. Et en plus, il a entretenu une conversation avec cette dite fille en parlant de cet acte sexuel. C'est une absolue horreur. Et normalement, à l'heure aussi où il y a plein de scandales pédocriminels qui ressortent, il faut évidemment prendre ce sujet de manière très dure. Il faut agir sur ce sujet de manière très dure. Alors, jeune fille qui, par ailleurs, s'était plaint auprès de lui de douleurs qu'elle avait ressenties après l'acte en question. Mais on ne va pas entrer ce soir dans des détails trop scabreux. Je pense que l'affaire se suffit à elle-même. Jean Bourtambour, son avocat, puisqu'on parle d'avocat ce soir, a néanmoins précisé que le dossier était loin d'être clos. Il espère encore que l'éducateur en question pourra être réintégré ou pourra faire entendre sa version des faits d'autre part. Didier, est-ce que vous êtes vous aussi stupéfait ou vous faites preuve peut-être davantage de nuances et de compréhension ce soir? Non, il n'y a pas de nuance, je suis complètement stupéfait. Hein. Donc 12-13 ans, enfin j'imaginais, comme Dany a dit, c'est même pas adolescent, quoi. C'est des enfants encore, c'est asexué à cet âge-là, quoi. Et puis, voilà, le comportement de l'éducateur, bon, c'est peut-être des boulots pas très bien payés, pas très attractifs, mais c'est pas une excuse, hein. Je suis désolé, on accepte une responsabilité, on doit endosser cette responsabilité. Quand on est face à une situation pareille, on prévient au moins la direction, le PMS. Enfin voilà, il y a une procédure à suivre. Et puis alors tous ces SMS, moi je trouve ça vraiment, mais c'est dégueulasse, quoi. Qu'est-ce qu'il sait qu'il y a des gamins de 12-13 ans qui sont en train, dans une cabine. Et ils ne trouvent rien de mieux à faire que d'envoyer des SMS. Mais c'est même pas rigolo. Je me fais l'avocat du diable. Je me fais l'avocat du diable. C'est- Certains éducateurs vont peut-être nous dire ce soir, ouais, mais écoutez, moi je suis pas payé pour être éducateur sexuel. Ça relève pas de mon Oui, mais boulot. non, Dany, allez. vous leur répondez quoi à ça? Et ils ne sont peut-être pas payés pour être éducateurs sexuels, ils sont en tout cas payés pour que les choses se déroulent normalement lorsqu'il y a un stage ou qu'il y a un séjour dans un centre. Et leur obligation, c'est évidemment d'aviser la direction s'il y a un problème. C'est élémentaire. Il y a une victime collatérale dans cette affaire, on n'en parle peut-être pas assez. La victime collatérale, c'est Aqualibi, le parc d'attractions ou le parc aquatique le plus célèbre du pays, qui se retrouve, excusez-moi du mauvais jeu de mots, éclaboussé par cette affaire sans rien avoir demandé à personne. Jean, on a presque envie de leur dire, mais demandez des dommages et intérêts, parce que vous y êtes pour rien, vous.
Oui, mais surtout aussi peut-être il devrait avoir peut-être dans leur chef, plus que dans les éducateurs qui a priori ne mériteraient pas tous une certaine confiance, devrait avoir des gens qui surveillent également dans les cabines. Ah, donc vous leur demandez de mettre du personnel à disposition pour surveiller ce qui se passe en fait, a priori non, parce que normalement le rôle d'un éducateur, pour revenir là-dessus, c'est de surveiller les enfants et faire en sorte qu'ils soient safe, et pas nécessairement de commenter, voire être eux-mêmes des prédateurs pour les enfants. C'est là où moi c'est cette situation d'une gravité mais horrible, et donc pour cette situation-là en particulier, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas que cet éducateur-là qui puisse surveiller ces enfants-là, mais de manière générale, évidemment, on ne peut pas reprocher à Aqualibi. Ce qu'on doit en tout cas faire, c'est être certain que des éducateurs n'aient pas des comportements inadéquats envers des enfants avant qu'ils deviennent éducateurs. C'est important, hein, la brèche que vous venez d'ouvrir là, Didier. Est-ce que c'est aussi au parc aquatique en question et donc à tous les établissements dans le futur, hein, établissements touristiques ou autres, à veiller à ce que ce genre de scène ne se produise pas? Ou attendez, leur responsabilité s'arrête à la fermeture de la cabine? Écoutez, les enfants de 12-13 ans, ce ne sont pas des enfants majeurs, ce sont des enfants qui doivent être encadrés, et je ne crois pas que c'est au rôle des parcs aquatiques, des piscines communales ou des parcs de jeux que de s'occuper de l'encadrement de jeunes de cet âge-là. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, on est quand même au pays de Dutroux, on se serait bien passé de ce genre de scandale. Et puis, vous avez dit, c'est des faits qui se remontent il y a longtemps, qui remontent seulement maintenant. Est-ce qu'on a seulement appris les faits maintenant, ou bien est-ce qu'on les a appris assez vite et c'est seulement maintenant que c'est sorti? Je ne sais pas. La procédure a été engagée bien plus tôt. Elle est médiatisée aujourd'hui, sans doute par un hasard du calendrier et par des fuites dans ce dossier évidemment manifestes. Je vous comprends clairement ce soir. Responsabilité totale de l'éducateur, intransigeance sur le plan pénal ou en tout cas sur les répercussions professionnelles que ça peut engendrer pour lui. Et par contre, laissons Aqualibi de côté dans ce dossier. Ils ont déjà suffisamment souffert de l'image que cette histoire a pu leur donner. Voilà pour la grosse affaire à la une. Il y en a d'autres des visages à la une et ils sont toujours de chez nous. Avec 3 visages sur lesquels on voulait s'arrêter ce soir. D'abord, celle de l'une de nos athlètes les plus célèbres, Nafissatou Thiam, qui sera peut-être privée des mondiaux d'athlétisme. On y revient dans un instant pour une histoire de code de conduite. Le visage de Wael, mais aussi d'autres taximens de la région de la Louvière qui sont un petit peu embêtés par un nouveau règlement qui, disent-ils, va les pénaliser dans leur travail. On y revient dans un instant. Et puis, le visage d'un président de parti, Raoul Edebo, mais on les citera tous dans un instant. Pourquoi ? Parce qu'on connaît désormais la voiture, l'automobile dans laquelle il roule, et vous allez voir qu'il y a des différences très claires suite à l'affaire Georges-Louis Boucher. Eh bien, évidemment, ce dossier est revenu sur la table. D'abord, Nafissatou Thiam, elle nous a fait rêver. Elle fait partie des athlètes belges les plus connus au monde. Elle est l'un de nos grands espoirs de médailles aux mondiaux d'athlétisme qui démarreront le 13 septembre dernier, et elle avait bouleversé tous les Belges il y a de ça quelques mois à peine aux Jeux Olympiques. Il y a 8 secondes à tenir. 8, 9 et 10. Oui, elle est championne olympique. Elle est championne olympique pour la 3e fois. Il y a le bronze aussi. Et le bronze. Et le bronze. 2 médailles. Elles l'ont fait. Elles l'ont fait. Cette scène-là, on espère la revivre dans quelques jours, avec le début, on vous le disait, des mondiaux d'athlétisme. Sauf que, voilà une dispute assez sidérante entre d'un côté la Ligue d'athlétisme belge, de l'autre Nafissatou Thiam. Tout ça à cause d'un code de conduite que Nafi ne veut pas signer, sans doute pour des bonnes raisons. On y revient dans un instant. Voilà ce que dit ce code de conduite. Je me permets de vous livrer 2 passages importants. Il édicte un certain nombre de règles à respecter pour les athlètes, notamment le port de l'équipement officiel depuis le départ jusqu'au retour au stade, à l'entraînement, une série d'obligations médiatiques. Et puis, autre point très important, les partenaires donc de la Ligue belge d'athlétisme pourront utiliser des photos des athlètes à condition qu'au moins 3 d'entre eux figurent en même temps sur celle-ci. Chaque signateur consentira au moins une photo pour faire la promotion de l'athlétisme belge. Oui, mais, vous allez me dire tout ça paraît bénin, sauf que la Ligue d'athlétisme et Nafissatou Thiam, ils n'ont pas exactement les mêmes sponsors. D'un côté, la Ligue est sponsorisée par Asics et Allianz pour le côté assurance. De l'autre côté, Nafi Thiam est sponsorisée par Nike et par AXA qui sont concurrents. Évidemment, Nafi Thiam ne veut pas pénaliser ses propres sponsors. Dany, je sais que vous connaissez le monde du sport par cœur, peut-être davantage le football que d'autres, mais la problématique est la même. Est-ce qu'on peut se permettre, pour des histoires de sponsors, de se priver éventuellement de Nafi Thiam aux mondiaux d'athlétisme ? Alors, c'est toujours très regrettable quand il y a ce genre de conflit. Et ce n'est pas une première en réalité, parce qu'en football, puisque vous évoquez ce sport, il y avait déjà eu le même problème avec Johan Cruyff, qui avait des sponsors personnels et qui, lorsqu'il évoluait en équipe nationale, devait revêtir un équipement concurrent à celui de son sponsor. Ici, c'est la même chose. Alors, rendez-vous compte, un gros contrat est alloué
à notre sportive. Et il est évident qu'elle est tenue de porter pendant toute la compétition, pendant toute l'année, les années du contrat, cette marque. Et puis subitement, elle participe au championnat du monde et on lui dit « Ah non, là, vous ne pouvez pas porter les équipements habituels puisque l'équipe nationale est sponsorisée par ASIC, par exemple. » Mais Dany, il faut alors trouver une solution. Oui, mais on sait qu'il y a toujours des frictions. Ça a été le cas pour les Diables Rouges aussi, qui ont leur sponsor personnel et qui doivent revêtir le maillot d'un autre équipementier parfois pour les compétitions nationales. Mais généralement, ça se discute avant entre la fédération et les sportifs. Ici, on a l'impression qu'on lui a imposé ça et qu'on se retrouve à quelques jours des mondiaux en se disant « Si tu signes pas, tu peux pas participer ». Alors, je considère que c'est une façon de faire qui est assez scandaleuse par rapport à l'athlète. L'athlète, elle est liée par ses contrats personnels. Alors, il y a toujours moyen de trouver des solutions dans ce genre de problème. Il faut trouver une formule un peu magique qui serve les deux sponsors, le sponsor de l'équipe et le sponsor de l'athlète. Et c'est sans doute vers cela qu'on va s'orienter, parce que je ne crois jamais que la fédération belge va oser dire à Natia, tu ne participes tu restes à la maison. Ça me paraît impensable et ce serait d'ailleurs l'objet d'une petite révolte sportive au sein du pays. Donc j'ai le sentiment, c'est toujours ennuyeux, mais on va trouver une solution négociée. Je claque des doigts pour faire apparaître sur ce plateau une économiste qui connaît ce genre de questions à la perfection. Bonsoir Salma Awash. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Je savais que sur cette question-là, vous fonceriez à travers un 100 mètres et s'il le faut pour arriver en studio. Juste avant de vous entendre sur ce dossier, Salma, il faut dire à quel point les sponsors sont essentiels pour Nafitiam, non seulement pour vivre et manger correctement, mais aussi pour pratiquer son sport. La preuve avec, au hasard, ce spot pour AXA. Bien sûr que tu doutes. Concentre-toi sur tes objectifs. Écoute les encouragements et prends-en toute l'énergie. Alors regarde loin devant toi et vas-y à fond. Quand on croit en soi, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Know you can. Je vous livre encore quelques mots d'un avocat comme vous, Dany. Vous le connaissez bien, il s'appelle Maître Louis Desrois, connu dans le monde du sport et du football notamment pour avoir traité beaucoup de dossiers. Il nous dit, pour une fois qu'on a une star planétaire, il est tout à fait normal qu'elle ne souhaite pas entrer en conflit avec ses sponsors personnels avec lesquels elle a dû elle-même prendre des engagements. Il est assez sidéré, lui aussi, de voir qu'on lui a imposé comme ça ce code de conduite. On fait comment, Salma, pour se sortir de ce guet-apens? Parce qu'on ne peut pas se priver, tout le monde est d'accord, d'une NAFI aux mondiaux. Non, et en fait, ce qui compte dans ces cas-là, c'est la question de la hiérarchie des intérêts et de ce à quoi sert en fait le sponsoring et le financement du sport. Le financement et le sponsoring servent à le financer, donc à le rendre visible, à améliorer les performances, à faire en sorte que ce soit des gens qui, soient toujours entraînés. Donc il y a un tas de choses qui font que cela rend le sport visible. Mais si ça le rend impossible, pour moi, il y a une hiérarchie qui s'est inversée et c'est sur cette hiérarchie qu'il faut fonctionner. Donc à un moment donné, on remet les intérêts supérieurs là où ils doivent être et les intérêts inférieurs là où ils doivent être aussi. Je veux dire, le financement sert le sport, c'est pas le contraire. Ça veut dire quoi? En l'occurrence, le code de conduite, on doit rayer quelques lignes pour permettre à NAFI d'y participer? Je pense que pour la négociation dont on parle juste à présent, cette négociation doit permettre de remettre les essentiels. L'essentiel, c'est qu'elle porte notre drapeau et qu'elle puisse continuer à performer parce que ça va augmenter aussi son capital à elle, puisque ça augmente, entre guillemets, sa valeur sportive sur le mercato. Donc, il est impossible de ne pas trouver de solution. Et pour cela, dans la discussion, comme dans toute conversation d'ordre économique, on hiérarchise les intérêts pour continuer à travailler à la pérennité du modèle. Or, ce que je vois pourrait entraver la pérennité du modèle. Donc, c'est contre-intuitif d'un point de vue économique, j'entends. Je propose une alliance Salma, Dany sur ce dossier. On a un avocat d'un côté, une économiste de l'autre. Avec ça, en 24 heures, la Ligue, le dossier il est réglé, on vous le promet, parce qu'on a besoin de NAFI aux mondiaux. Autre visage à la une, c'est celui de Wael. Wael, mais aussi de tas d'autres taximens louviérois qui se voient quelque part imposer un nouveau règlement. On est du côté de la Louvière. On a l'habitude plutôt d'avoir des problèmes avec les taximans dans les grandes villes, les grandes métropoles, que ce soit Paris, Bruxelles. Ici, ça se déroule à la Louvière, où il y a un nouveau règlement. Je voudrais vous citer l'échevin qui s'occupe de ce dossier, Olivier Destrebet, qui dit « Concernant la couleur de nos taxis, il va être obligatoire que ce soit désormais des véhicules de couleur noire. Par ailleurs, les gérants des sociétés de taxi ne pourront plus apposer leur numéro de téléphone et leur site web sur le pare-brise arrière. Fini les publicités
publicité. Ce à quoi elle répond, mais moi j'ai peur de perdre des clients à cause de ça, parce que ils ont l'habitude de lire mon numéro sur mes portières, etc. Ils vont plus me reconnaître. Même message, quoique un peu différent du côté d'Hassan, autre taximan. Heureusement, j'ai pas trop d'autocollants, moi, sur mes 8 voitures, mais je plains mes confrères. En plus, avec les vacances, les imprimeries et le reste, tout ça, c'est fermé. Alors, soyons tout à fait honnêtes, Didier, sur ce dossier. Par ailleurs, la taxe pour les taximans a baissé, la taxe communale a baissé du côté de la Louvière, donc il y a à charge et à décharge. Mais est-ce qu'on ne leur cherche pas des poux pour rien, là, avec ce règlement? Je n'y connais rien du tout au taxi de la Louvière. Non, mais vous êtes un homme de transport. Ouais, j'ai travaillé dans le taxi, mais il y a 30 ans. Mais ce qu'il y a, les taxis, moi, ce que je remarque, c'est que depuis ces dernières années, on leur met beaucoup de misère. Ils ont une concurrence face à eux, les Uber, par exemple, à qui on met un petit peu moins de contraintes. Donc je comprends un petit peu leur colère de temps en temps quand on voit ce qu'on leur impose, alors que leurs concurrents, finalement, sont libres de toute obligation. Ça vous pose vraiment un problème, un taxi qui a son numéro de téléphone sur ses portières? Moi, je ne me pose pas de problème du tout. C'est la Louvière. Dans toutes les grandes villes, on a uniformisé les taxis. À New York, c'est jaune. À Bruxelles, maintenant, ils sont tous noirs avec les bandes jaunes et noires. Dans toutes les grandes villes, c'est comme ça pour qu'on puisse savoir que c'est un taxi plus facilement aussi. Mais les Uber, pas. Mais à la Louvière, est-ce vraiment nécessaire? Je ne sais même pas combien de taxis il y a à la Louvière. Alors, il y en a, je crois, une cinquantaine quand même. Et d'ailleurs, on va créer des emplacements supplémentaires. La preuve que dans ce dossier, on fait aussi des choses pour les taxis. Nouvelle place de parking. N'empêche, Jean, il est vrai, un petit peu étonné de voir qu'on leur met des contraintes pareilles. Et je vous le disais, la révolte des taxis, on est plus habitué à la croiser dans des grandes villes comme Bruxelles. Ça s'est passé il y a de ça encore quelques mois, justement, par rapport au problème de concurrence déloyale des Uber et autres. Est-ce qu'ils avaient besoin de ça? Ou sincèrement, cette mesure, on aurait pu s'en passer? Je pense qu'on aurait pu s'en passer parce qu'on leur mène véritablement la vie dure. Alors en effet, il y a des petits quick wins qu'on leur permet, mais de l'autre côté, on ne règle pas une situation qui a été dénoncée de nombreuses fois par les taxis, qui est cette concurrence déloyale. Face à des économies de plateforme qui arrivent et à qui on n'impose pas nécessairement des codes couleurs, par exemple. Et donc, c'est là où moi, personnellement, si j'étais taximan, parce que je n'ai jamais eu la chance d'être à un moment ou à un autre, j'aurais eu ce sentiment d'injustice en me disant, mais pourquoi moi, en tant que taxi, on doit m'imposer ça? Et en fait, je vais commencer à évidemment calculer tous les désagréments que ça m'occasionne. Donc, je comprends le sentiment. Donc, vous qui avez peut-être des connexions au Parti Socialiste louviérois, vous ne pouvez pas passer un coup de fil en disant, dites les gars, le numéro ou le nom sur les portières, est-ce que ça vous pose vraiment un problème? Écoutez, si ça peut faire avancer le dossier, pourquoi pas? C'est une proposition. Sauf que c'est un premier échelon MR pour le coup qui a proposé ça. Vous faites bien de le souligner parce qu'effectivement, on pense toujours au bourgmestre de la Louvière qui est socialiste, mais effectivement, dans la majorité, il y a aussi des membres du mouvement réformateur. Vous marquez le point sur ce coup-là, Jean. Bien joué. En parlant de personnalités politiques, tout parti confondu, d'autres visages à la une ce soir. Le visage de Georges-Louis Boucher, certes, mais pas seulement. Il y a aussi le visage d'un autre président de parti, Raoul Edebo, mais encore le visage d'un autre président de parti, Paul Magnette. Ils font tous l'actualité ce soir. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup parlé de la voiture de Georges-Louis Boucher ces derniers jours. Du coup, nos collègues de Sud Info se sont amusés ce matin à comparer les voitures des présidents de parti. Et Alexandre, on a été très étonnés de voir qu'il y a des énormes disparités entre les différents véhicules. Oui, on va le voir et on va commencer par la voiture du président du MR. Alors, on a bien compris que ce n'était pas une Mercedes CLA. Celle-là, elle coûte de 40 000 à 80 000 euros. Mais sa voiture, c'est une Mercedes GLE. Son prix, entre 82 000 et 164 000 euros. Pour Paul Magnette, même s'il marche beaucoup et qu'il utilise son vélo électrique dans la capitale, son parti lui met à disposition une Audi A6 en leasing, une voiture qui change tous les 4 ans. Le prix de l'Audi entre 69 000 euros et 80 000 euros. Et puis pour Yvan Verhoekstraat désengagé, c'est aussi une Audi. Le modèle, c'est la Q6 électrique d'une valeur de 64 500 euros. Raoul Edebo, lui, il roule dans une Dacia Sandero d'une valeur de moins de 20 000 euros, vous le voyez, mais le parti assure ne pas être intervenu dans l'achat du véhicule. Et puis chez Écolo, seul un des 2 coprésidents de parti a une voiture, c'est Samuel Kogolati, mais le Hutois avait acheté sa Toyota Yaris avant son élection. Son parti n'est donc pas intervenu dans les frais. Marie Lecoq, elle, privilégie le métro et quand elle doit se déplacer en voiture, elle opte pour une location de véhicules Cambio.
Intéressant parce qu'il y a forcément des véhicules qu'on connaît mieux que d'autres dans le parc automobile des présidents de parti. Évidemment, la voiture de Georges-Louis Boucher, on l'a souvent vue à travers ses arrivées au palais pour des entretiens avec le roi ou dans le cadre de négociations, mais aussi dans le cadre de cette altercation à Knock qu'on vous a remontré hier. Et on voit bien effectivement que ce n'est pas une fameuse, comment ça s'appelle, GLC ? Non, c'est GLC, c'est la bonne. Ou maintenant il a une GLE. GLE, c'est la bonne. Je crois que GLE, c'est la bonne. C'est laquelle qui est la mauvaise? La CLA. CLA, voilà. C'est la fameuse la break. CLA de merde, comme on l'a parfois dit sur les réseaux avec beaucoup d'humour. Donc ça, il l'a pas. On a moins l'habitude de croiser d'autres voitures. Par exemple, Paul Magnette, on l'a aperçu plusieurs fois. Lui aussi, pour des entretiens au palais, ce n'était pas sa voiture personnelle à lui. On vient de le découvrir avec Alexandre. Sa voiture personnelle, on la découvre là, sur cette image. C'est une Audi A6. Salma, comment vous réagissez à cette compétition automobile entre les présidents de parti? Chacun fait ce qu'il veut, ou alors à un moment donné il faut mettre un plafond et une limite financière parce que sinon on est parti pour avoir des Porsche? C'est évidemment la première chose dans les limites de la gouvernance responsable. C'est-à-dire que chaque parti dispose d'une enveloppe de fonctionnement dans laquelle il va décider de mettre plus ou moins... C'est une politique interne, en fait, comme dans une entreprise. Vous décidez de donner telle voiture à tel niveau de hiérarchie et puis on gère le budget global en tenant compte de ça. Donc peut-être qu'il a décidé, lui, Georges-Louis Boucher, pour reprendre cet exemple, de mettre ce budget-là, mais que sur d'autres, ils vont faire attention dans le cadre de l'enveloppe globale. Peut-être que pour Paul Magnette, c'est la même chose aussi. En fait, ça relève. Et je trouve par contre intéressant que la voiture de Raoul Debout ne coûte pas très cher. Ça, je trouve que c'est... Il ne faudrait pas que ce soit... Vous trouvez que finalement, son positionnement, c'est quand même cohérent. Vous trouvez finalement ce qu'on vient de voir, c'est conforme au positionnement de tous les partis, avec une certaine liberté, on peut le dire comme ça, du côté de certains partis où effectivement on peut se permettre certains véhicules, et dans d'autres, on est peut-être plus conforme effectivement à la ligne politique de gauche. Par exemple, pour Écolo, c'est logique. Il faudrait même qu'ils n'en aient pas, s'ils veulent être complètement cohérents. Mais ils y sont presque. Ils y sont presque. Et puis ça dépend aussi des personnes où elles habitent. Si elles habitent à Bruxelles, si elles habitent en périphérie. Quand on habite à Bruxelles, on a plus facilement envie de renoncer à l'avantage de la voiture de société et être en transport. Si on habite en dehors, il est logique qu'on prenne une voiture confortable, ou si on est toute la journée sur les voitures. Pour moi, ce sont des sujets, si on ne les traite pas, on les traite bien ici, mais ils peuvent vite devenir des sujets de populisme, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout s'arrête à ce signe-là, et cela veut dire plein d'autres choses. C'est un peu la technique de l'épouvantail. Or, en fait, c'est une gouvernance interne avec un tas de critères, et chaque parti est responsable. Et vous voyez à l'instant Paul Magnette à l'antenne, je me permets, puisque l'information est désormais publique depuis aujourd'hui, de le féliciter, toute considération politique mise à part, puisqu'il va devenir une nouvelle fois papa. Il va bientôt changer de voiture, ce sera peut-être l'occasion de prendre un SUV ou un monospace ou une voiture un peu plus grande pour le maxi-cosy. Dany, est-ce que vous êtes choqué par certaines voitures peut-être un peu trop grosses, ou vous dites, là aussi, chacun fait ce qu'il veut? Je ne suis pas choqué du tout, et ça n'a pas été une surprise pour moi d'apprendre que M. Debout roulait dans une voiture extrêmement modeste. Ça fait partie d'une ligne de conduite par rapport à ses adhérents, par rapport à ses électeurs. C'est de la com pour vous? Mais il est le premier à dire... Les députés gagnent beaucoup trop, et en ce qui concerne les membres du PTB qui sont effectivement au Parlement, on se contente d'une rémunération fixée à un niveau beaucoup plus faible que les autres. Alors, c'est la ligne de conduite parfaite vis-à-vis de ses électeurs. Quant à Boucher, ça ne va choquer personne au MR qu'il roule éventuellement dans une Mercedes ou une BMW. Il n'y a personne qui s'attendait à ce que Boucher roule effectivement soit en Dacia Sandero. C'est vrai. Une voiture. On a du mal à l'imaginer en Dacia Sandero. Comme ça, a priori. Si M. Debout pouvait encore vous dire, et en plus ma voiture, je l'ai achetée en occasion, il ne raterait pas l'opportunité de le dire, parce que ça, c'est parfaitement en adéquation avec ses électeurs. Je veux quand même entendre Didier sur ce dossier, parce que vous m'avez fait un clin d'œil qui me laisse penser que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec les autres. Non, je suis entièrement d'accord. Oui, tout ce qui a été dit, c'est vrai. Mais moi, voilà, dans ce sujet-là, moi, ce qui me fait un petit peu sourire, c'est que, on est de plus en plus écoutés, apparemment. On en a parlé hier ici, mais on est aussi de plus en plus filmés. Et donc, on a intérêt à rouler dans une voiture. Quand on est un homme politique, c'est normal de devoir avoir une voiture. C'est quand même un boulot, on doit quand même beaucoup bouger, etc. Et d'avoir une voiture qui correspond un petit peu à la ligne éditoriale de son parti, si je puis dire. Et je crois que c'est un petit peu ça qui se passe sur le moment. Je ne crois pas que quelqu'un d'un parti de gauche viendrait en Rolls au Parlement. Je crois qu'il perdrait une grande partie de son électorat. Donc surpris par rien, si je vous comprends bien. Enfin, chacun est dans son couloir de nage. L'image, c'est-à-dire les médias, l'image
qu'on donne est de plus en plus importante, même sur un sujet pareil. D'où le message de Salma, ne nous limitons pas non plus à ça dans l'analyse parce qu'on peut très vite se braquer. Dans un instant, nous allons continuer à parler de l'actualité de la Belgique, de l'actualité chez nous et chez vous aussi avec l'alerte rédac. Mark Cook est-il en train de tuer nos glaciers, nos petits glaciers artisanaux, ceux qui font le tour de nos quartiers? On vous livre toutes les infos sur ce dossier. Dans un instant, ça se passe chez nous et c'est jusqu'à 19h. Ça se passe chez nous, encore et toujours chez nous. Et avant de lancer l'alerte rédac dans un instant, on voulait absolument vous donner des nouvelles de cet homme, ce symbole de la Belgique, Jean-Claude Van Damme, parce que quoi? On l'a appris dans la presse ce matin qu'il s'était fait opérer du dos et qu'il sera donc sur le carreau pendant quelques semaines. On espère que Jean-Claude pourra très vite refaire ce genre de geste dont lui seul a le secret, ce fameux grand écart dont il est quelque part le porte-parole, le porte-flambeau à travers le monde. Sinon, si jamais il doit rester sur le carreau un peu plus longtemps, nous avons déjà trouvé un remplaçant. Regardez le visage de son remplaçant. Ouais, Danis Protels est aussi capable, si besoin, de faire le grand écart. Désolé, Danis, c'est votre soirée là, ce soir. Non, mais je vois que vous ne m'épargnez pas aujourd'hui. J'ai d'abord été taximène, maintenant je suis un grand acrobate. Ouais. Et les deux sont tout aussi peu probables. Donc, vous êtes passé du taxi au camion, au double camion. C'est une promotion. En parlant de promotion, c'est ma soirée. C'est votre soirée. Et peut-être celle de Mark Cook aussi, qui fait l'objet de l'alerte rédac de ce soir. Ils devraient être les grands gagnants de la vague de chaleur en ce moment. On pense à nos glaciers, les glaciers ambulants, mais aussi ceux qui ont des magasins physiques. Sauf que, que l'avenir nous apprenait il y a quelques jours que la situation était particulièrement critique pour eux. Manque de personnel, inflation, prix des matières premières, désertion de certains clients. Bref, il ne fait pas bon être glacier ambulant. Et c'est dans ce contexte-là qu'arrive un homme et peut-être une complication supplémentaire puisque Mark Cook s'est lui aussi lancé dans la glace. Vous savez, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, il rachetait 50% du glacier de la Poste à Knock, qui est une institution. Mais voilà qu'on apprend aujourd'hui, et c'est l'épisode numéro 2 de ce feuilleton, qu'il vient aussi de racheter une cinquantaine de camionnettes, de petits camions destinés à vendre des glaces un petit peu partout dans le pays. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Jean. Est-ce que c'est une forme de concurrence déloyale d'avoir un milliardaire qui vient sur les plates-bandes de nos petits glaciers de quartier ? C'est ça que l'économie de marché permet telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que les grands mangent les petits et donc de facto ça arrive. Est-ce que ça c'est quelque chose de nouveau? Non, ça arrive dans plein de marchés différents. Donc ça ne touche pas uniquement que les glaciers, mais c'est vrai que dans le contexte des glaciers qui sont déjà en hyper difficulté, c'est évidemment c'est logique que ça les alerte. Maintenant, comment faire pour lutter contre ça? Est-ce qu'il faut lutter contre ça? C'est des questions qu'il faut pouvoir poser, mais à voir. Moi, je ne pense pas que c'est parce que Mark Cook va investir une cinquantaine de camionnettes pour vendre des glaces que demain, le glacier potentiellement d'un quartier qui est reconnu par son quartier et qui est une sorte d'institution là-dedans va disparaître. Ça, je ne le pense pas non plus. Vous pensez même qu'il pourrait y avoir une forme d'émulation, qu'en fait, c'est de la bonne concurrence, que le fait que Mark Cook arrive là-dedans, ça va revaloriser l'image des glaciers, ça va montrer que subitement, c'est une profession qui en a encore sous la pédale et qui peut offrir pas mal de bonheur ou de plaisir aux Belges. Parfois ça peut exister, mais par exemple, moi, il y a un truc qui me manque depuis que je suis petit, c'est les petits camions de glace qui viennent vendre. Ça n'existe plus. J'ai l'impression que les enfants aujourd'hui ne sont plus friands d'eux, ils n'attendent plus nécessairement ces petits camions de glace, en tout cas dans le quartier dans lequel j'ai grandi, et quand j'y repasse, je ne le vois plus. Et peut-être que ça recréera cet engouement, j'en sais rien. Avec la fameuse petite musique qu'on entend encore résonner partout les soirs d'été. Alors on ne sait pas très bien où il va s'installer avec ses camions glace. Est-ce que c'est du côté de Knock uniquement, puisque c'est là qu'il avait racheté le glacier de la Poste ou pas? Est-ce qu'il va même aller jusqu'à Paradisa? Vous savez que Mark Cook a investi dans Paradisa, il pourrait très bien utiliser ses camionnettes dans le parc ou aux alentours du parc. Tout ça, c'est relativement incertain. Salma, vous trouvez que c'est plutôt une bonne idée ou il va tuer nos petits commerçants à nous? Dans un marché libre, c'est toujours une bonne idée, une bonne nouvelle d'avoir des nouveaux entrants, des gens qui chamboulent un petit peu le marché, qui amènent de nouveaux repères. Donc dans l'absolu, c'est une bonne idée et c'est un peu comme pour les taxis, par exemple. Le marché est en train de changer et donc ceux qui vont survivre sont ceux qui vont, ou pas, mais en tout cas, ceux qui vont amener des éléments qui vont pouvoir s'adapter à l'innovation et surtout avoir une structure de coût qui leur permette d'y répondre. Et ici,
En fait, il y a un autre élément qui peut entrer en compte, c'est s'il y a une concentration à un moment donné d'avantages qui fait qu'on a une position dominante et donc, alors du coup, les autres ne peuvent pas survivre. C'est la seule, pour moi, limite, c'est s'il a vraiment un abus de position dominante et que du coup, il n'y a plus de concurrence. Donc, la concurrence ne doit pas tuer la concurrence. Nos petits glaciers artisanaux, ils vont vous dire, mais nous, on n'a pas les milliards de Mark Cook pour investir dans du nouveau matériel, pour faire des tests de matières premières, pour essayer des nouvelles glaces. On n'a pas tout ça, nous. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il va mettre des milliards dans ce business-là. C'est pas parce qu'il a des milliards qu'il va mettre des milliards là-dedans. En revanche, il a certainement des économies d'échelle qu'il va pouvoir mettre en place par rapport au volume qu'il a, par rapport aux capacités de négociation qu'il a sur les matières premières, sur l'énergie probablement aussi. Ça se négocie. Donc là, il a un avantage. Et je vous dis, la limite, c'est très bien parce que ça peut amener, je ne sais pas moi, des glaciers à se différencier, à devoir être vraiment connus dans leur quartier, à être des références parce qu'on y va tout le temps. Par exemple, à Knock, le glacier de la Poste, il est connu. Les gens même vont la famille jusque-là. royale vient prendre ses glaces là-bas. Les gens marchent ou prennent leur vélo pour y aller. Donc, ça va peut-être amener cet élément-là. Et là, du coup, c'est ça. Là où il faudra être attentif, c'est qu'il n'écrase pas le marché en tuant la concurrence pour des petits qui n'arriveraient pas parce qu'il a une position trop dominante. Oui. Et Mark Cook, il a la réponse évidemment à tout ça en disant, écoutez, moi, j'aurais pu acheter des actions américaines, investir en bourse, etc. J'ai choisi de placer mon argent ici, dans des choses qui sont peut-être plus fun, mais certainement plus porteuses d'emploi. Là, c'est des milliers de personnes qui vont vivre grâce à mes projets. L'homme de gauche que vous êtes, Didier, doit être content s'il va fournir des nouveaux emplois. Il va fournir des nouveaux emplois, ils disent tous ça. Il achète tout et n'importe quoi, ce monsieur, Donc ça va des équipes de vélo, à des équipes de football, à des parcs d'attractions. Il faut bien nourrir les joueurs de l'équipe de football. Non, mais il achète tout, n'importe quoi, dans un pays capitaliste, d'accord, mais il faut quand même un petit peu de régulation. Moi, ce que je me pose comme question aussi, c'est que c'est difficile d'être petit face à un requin pareil. Moi, ce que je me pose comme question, c'est que va devenir la qualité de ces glaces ? Parce que quand on voit ce qu'il a fait d'Anderlecht, ce qui est devenu Anderlecht au point de vue qualitatif, c'est pas un grand succès. Et c'est pas votre ami, vous avez quoi, c'est vrai que les glaciers qu'il a achetés, c'est des très bonnes glaces qui étaient faites, c'était un peu une entreprise familiale, ils faisaient leurs glaces eux-mêmes. Parce que maintenant, il ne va pas demander à quelqu'un d'autre de faire ses glaces pour que ce soit moins cher et qu'il puisse gagner un peu plus de thunes. Moi, je ne sais pas, on verra bien si les glaces seront encore bonnes dans 2-3 ans. Vous ne partirez pas en vacances à la côte ensemble, si je comprends bien. On ne sait pas d'ailleurs, Dany, s'il va ou pas aller installer ses glaciers aussi du côté de Durbuy, où il est très implanté. Ça fait partie des rumeurs qui ont circulé. Pourquoi pas un glacier de la Poste et des glaciers ambulants aussi là-bas. Vous regardez comment, vous, ce dossier, en disant super, et créer une émulation et ça va bousculer un petit peu nos glaciers et les pousser dans leur retranchement, ou au contraire, ils touchent déjà une profession en péril? Je ne pense absolument pas que ça va tuer le marché, et ce sont les lois finalement du business. En l'occurrence, celui qui vend le plus, c'est celui qui a trouvé un moyen de communication avec sa clientèle qui est plus séduisant que celui du voisin. Si Cook a trouvé que c'était une bonne idée d'acheter des camionnettes qui seront en plus conçus selon des modèles d'ancêtres qui donc auront plus de charme que les autres, eh bien pour les autres glaciers, il y a aussi moyen de se fidéliser une clientèle. Par exemple, l'enfant qui va acheter sa glace et qui de temps en temps reçoit une boule supplémentaire, l'enfant va rentrer à la maison et va dire « Qu'est-ce qu'il est sympathique ce glacier ?» C'est un exemple ridicule, mais c'est comme ça que l'on séduit une clientèle, et finalement, je ne crois pas du tout que ça va ruiner le marché. C'est aux autres à être un peu inventifs, c'est aux autres à essayer de faire en sorte qu'on ait envie d'acheter chez eux. J'ai senti, Dany, vos souvenirs d'enfance remonter à la surface avec la fameuse boule de glace gratuite. À mon avis, elle a dû vous rappeler quelques souvenirs. Voilà pour un dossier. J'ai l'impression que le glacier qui va donner des boules de glace gratuites dans une entreprise de Mark Cook, il va se faire taper sur les doigts, parce qu'il va vérifier ce qui était vendu, ce qui est dans la caisse. Vous dressez un bien triste portrait de Mark Cook. On va l'inviter pour une confrontation. C'est un financier. On peut apprécier ou non le personnage, mais force est de constater que la plupart de ces initiatives sont été couronnées de succès. Et on ne peut pas lui reprocher comme Flamand de n'investir qu'en Flandre quand on voit qu'il a donné des milliers d'emplois en Wallonie. On ne vous mettra pas d'accord là-dessus. Voilà pour ce dossier qui nous a emmenés à Durbuy, à Knock, en passant par Paradisa. On va continuer à faire le tour de pays en regardant tout ce qui se passe près de chez vous. Et faisons une première escale ce soir du côté de Nivelles, où des policiers ont été pris à partie dans un rodéo urbain.
On pensait que ça ne se passait qu'en France, puisqu'il avait eu des images et une scène de ce type-là il y a quelques jours à peine du côté de Drancy. Eh bien non, ça arrive aussi chez nous et dans le Brabant wallon. On aurait pu s'arrêter une nouvelle fois du côté de Liège. Pourquoi ? Parce qu'on vous a parlé de cette thérapie de conversion qui s'était déroulée en plein jour ce week-end. Sauf que 2 éléments et 2 rebondissements depuis. On apprend d'une part que la ville a dressé un PV et a informé le parquet de Liège de cette affaire, mais aussi que Chloé, la personne qui était concernée par cette fameuse thérapie de conversion, dit moi je me suis simplement fait baptiser, il est hors de question que je renonce à ma transition, je vais bien devenir une femme et rester une femme, c'était un simple baptême, point à la ligne. Et puis, nouvel arrêt ce soir du côté de Bruxelles, pourquoi ? Parce que le dossier des fusillades rebondit une nouvelle fois, non seulement parce que certains partis politiques comme la NVA ou le MR demandent une politique beaucoup plus ferme, mais aussi et surtout parce qu'on attendait la sortie de cet homme. Aujourd'hui, cet homme, vous allez le reconnaître, c'est Julien Moinil, le procureur du roi de Bruxelles, qui a tenu aujourd'hui une conférence de presse très attendue. Alexandre, vous l'avez suivi pour nous, cette conférence de presse. Il en est ressorti quoi ? Eh bien, regardez, ce nombre, c'est 20 comme le nombre de fusillades qu'on recense à Bruxelles depuis début juillet, et toutes ne sont pas en lien avec le milieu de la drogue. Julien Moinil l'a répété avec cette phrase choc. Chaque Bruxellois qui circule à Bruxelles peut prendre une balle perdue, et même si elles ne sont pas toutes liées donc au trafic de drogue, eh bien les points de deal sont malgré tout les principaux problèmes. Un seul d'entre eux peut rapporter jusqu'à 50 000 € par semaine. Et Julien Moinil, il évoque aussi dans cette intervention un manque de moyens, et il réclame une politique de santé pour lutter contre la consommation. Alors, autre dossier, quoique, il est revenu aussi sur les fameux viols du bois de la Cambre, avec quels éclaircissements au passage ? Alors, dans cette affaire, 2 hommes ont été arrêtés. L'enquête ne permet pas de dire qu'ils se connaissaient. Le premier, c'est un homme de 32 ans, sans résidence fixe en Belgique, et il est déjà connu par la justice pour des faits liés à la drogue. Il est, lui, lié à 4 dossiers. Le deuxième homme est lié, lui, à 3 faits. Il est âgé de 41 ans, connu aussi de la justice pour voyeurisme, et tous 2 ont été arrêtés grâce à des analyses ADN qui ont permis de les relier à chaque dossier. Voilà pour les éclaircissements de ce soir sur cette fameuse conférence de presse très attendue. Jean, est-ce qu'il tape trop fort, là, Julien Moinil, quand il dit aujourd'hui tout le monde, n'importe qui à Bruxelles peut se prendre une balle perdue ? Non, il a raison d'alerter, il a raison d'en parler, c'est son rôle aussi d'une certaine manière. Maintenant, moi ce qui m'énerve toujours, c'est les réactions. C'est toujours en fait un jeu. En fait, dès qu'on parle de sécurité, c'est l'opportunité pour les uns et les autres de se lancer la balle. Ah non, mais c'est de votre faute, ah non, mais c'est de votre faute. Je pourrais entrer dans un discours plutôt plus politique parce que, évidemment, pour moi, il y a les compétences. Tout le monde n'a pas les mêmes responsabilités. Mais voilà, moi, je pense que dans ce sujet comme ça, la première des choses à faire, c'est de voir comment concrètement on peut réagir. Il a mentionné plusieurs choses. Le manque de moyens, ça fait de nombreuses années, hein, depuis la suédoise qu'on a l'air dessus, et qu'en fait, il n'y a toujours pas de solutions structurelles qui sont amenées. À côté, il y a la question sanitaire. On parle souvent de la lutte contre la drogue comme étant quelque chose d'uniquement répressif. Ça peut l'être en partie, mais ça doit surtout être aussi une manière. Il y a plutôt des stratégies qui sont plus originales à adopter. Donc parfois en légalisant, je sais que c'est parfois un dossier qui est un peu plus problématique pour les uns et les autres, mais ça pourrait être intéressant. Et il y a aussi l'enjeu sanitaire de faire en sorte que les personnes qui ont consommé, eh bien, on puisse les réinsérer dans la société. Chose qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, on les marginalise complètement et on les prend soit pour des fous, soit une grosse partie. Pas les consommateurs ludiques à qui on a décidé de s'en prendre aussi récemment en disant on ne va plus les laisser faire en toute impunité. C'était le message de Julien Moinil il y a quelques semaines. Ça. Oui, Julien Moinil. Mais il y a eu des discours politiques il n'y a pas plus tard un an et demi, où on disait qu'on allait commencer à sanctionner les consommateurs comme si c'était une solution qui avait déjà fait ses preuves quelque part un jour dans le monde. Non, on voit bien, et surtout quand on parle de consommateurs de drogue dure, on voit très, très certainement que quand il y a quelqu'un qui est marginalisé, qui est dans la rue et qui consomme, je sais pas moi, son crack, tu vas lui mettre une amende, je me demande comment il va le payer ton amende. Et ça c'est juste en fait alimenter un cercle vicieux. Et donc moi je pense qu'il faut sortir des slogans quand on parle de la lutte contre la drogue et voir comment, en ayant des solutions qui mêlent à la fois
un peu de répressif, un peu de réinsertion, surtout d'une politique sanitaire et des stratégies plus intéressantes pour s'attaquer au business de la drogue, parce qu'il faut le considérer comme ça. Un dealer, il voit la chose comme un business. Et donc, comment tu veux faire en sorte qu'il arrête entre guillemets son business? Déjà, structurellement, tu t'attaques au gros, tu enlèves aussi en partie les clients, en tout cas tu les sensibilises et tu les enlèves en ayant une politique sanitaire, et aussi surtout, plus de clients, plus de vendeurs. Tu enlèves l'attractivité, parce que notre pays aujourd'hui est un endroit attractif pour les grands groupes si on doit rester dans le vocabulaire business, les grands groupes de la drogue. Eh bien, on doit faire en sorte que l'Europe, la Belgique et surtout l'Europe, parce que c'est à l'échelle européenne qu'on va régler les problèmes, ne soit pas un endroit attractif. Alors, vous avez évoqué le côté je te renvoie la balle, tu me renvoies la balle, et c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde se dit un peu c'est à lui d'agir. On dit d'un certain côté, on veut entendre le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, c'est à lui d'agir, c'est à lui de réagir, et on le pointe lui du doigt. D'autres disent c'est au bourgmestre de se bouger. Et vous savez qu'on a évoqué hier la bourgmestre de Molenbeek faisant fonction Salia Raïs. Et puis certains disent écoutez, à Bruxelles on a quand même un ministre-président, même s'il est en affaires courantes, ce serait bien qu'il se secoue à un moment donné. Rudy Verwoerd, c'est à qui de se bouger, Salma? Qui doit prendre la responsabilité de ce dossier là, maintenant, tout de suite? Tout le monde. Tout le monde. En fait. Oui, c'est une responsabilité partagée parce qu'effectivement nous avons un pays qui a défini des responsabilités partagées par niveau de pouvoir. Donc en fonction de la gravité, je ne maîtrise pas les éléments ici, donc je ne saurais pas faire la ligne de commandement, mais il y a clairement aujourd'hui, à un moment donné, une responsabilité à prendre sur son périmètre. La difficulté, c'est qu'on a peut-être l'impression que les périmètres ne sont pas très très clairs entre les personnes qui se renvoient les choses, parce qu'il n'y a pas une ligne d'instruction très claire. Mais je vais quand même revenir sur un élément, je suis grosso modo plus ou moins d'accord avec eux. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça arrive, mais il y a un élément qui est celui de la responsabilité individuelle pour la consommation. Bien sûr qu'il faut travailler sur la prévention et sur toute la chaîne, c'est-à-dire à la fois les maladies qui font les problèmes aussi mentaux de santé mentale qui font qu'on va accrocher et on va passer de la consommation ludique occasionnelle à une consommation avec une addiction. Donc là, il y a une prise en charge claire. Donc il y a toute la chaîne à prendre en charge. Mais je trouve que dire il n'y a pas de responsabilité individuelle, les pauvres, ils y peuvent rien. Moi, en tout cas, je le comprends comme ça. Je pense qu'à un moment donné, on a une liberté individuelle d'agir dans les réserves de l'intérêt collectif. Et quand, en fait, on consomme pour soi, une fois, sans tenir compte de toutes les règles, pour autant qu'on ait une bonne sensibilisation, eh bien, finalement, ça crée tellement d'externalités autour, à savoir le trafic, l'insécurité, les balles perdues. Donc, ce que vous dites, c'est au consommateur qui se met un beau jour à prendre de la drogue, rendez-vous compte de toutes les conséquences en cascade que ça a derrière. Parce qu'en fait, c'est nous tous, c'est toute la collectivité qui paye pour ça. Et donc, il faut être conscient de ça. Il ne faut pas dire « Oh, c'est pas grave, j'ai pris qu'une fois ». Non, parce qu'en plus, si vous avez un profil qui est dépendant, vous allez accrocher. Et il faut le savoir, ça, donc, en amont. Le jour où tu allumes ton premier joint, ou où tu prends par hasard ton premier rail de coke, sois au courant de toutes les conséquences que cet acte peut avoir. C'est le message que j'entends chez vous ce soir, Salma. Je vois le chronomètre filer et je voudrais absolument qu'on aille planter notre thermomètre au cœur des aéroports de Belgique. Oui, et on va avoir besoin de Dany évidemment, mais aussi de Didier sur ce dossier qui, en apparence, nous ramène à l'actualité internationale, mais en apparence seulement. Oui, d'une certaine façon, ce dossier est lié à ce qui se passe à Gaza et à la crise humanitaire sans précédent. Oui, ce dossier est lié à la personnalité de Benyamin Netanyahou, qui a encore annoncé cette semaine la volonté d'occupation totale de Gaza. Mais c'est plutôt l'impact que ça va avoir chez nous, dans nos aéroports, à Zaventem et ailleurs, qui nous intéresse ce soir, puisque certaines compagnies aériennes ont décidé de reprendre les vols entre la Belgique et Israël, entre la Belgique et Tel Aviv notamment, et voilà que certains membres des compagnies aériennes, certains pilotes, certaines hôtesses de l'air, certains membres du personnel de bord disent non. Non, nous ne travaillerons pas sur ces lignes reliant la Belgique ou transitant par la Belgique et permettant de relier Israël. Voilà quelques déclarations de la CNE. Ça tombe bien, c'est votre syndicat Didier. Nous refusons de traiter des vols d'une compagnie israélienne à destination ou en provenance d'Israël. Nous refusons aussi de permettre à des soldats ou à des responsables impliqués dans des crimes de voyage librement via Bruxelles. Bref, pas question de travailler sur ces vols. C'est partagé ça, ou vous êtes un peu isolé sur ce coup-là? Non, pas du tout. C'est une grande majorité. Vous avez oublié de citer les bagagistes, qui sont aussi très forts sur la balle. Là, c'est vraiment, je dirais, 95-96% des bagagistes qui ont dit, nous, on ne touche pas à ça. On ne touche pas à ça, le mot est fort. On ne charge pas ces avions-là. Ils vont trouver des volontaires, on trouve toujours des volontaires dans des grandes compagnies, évidemment. Mais je veux dire que les mots sont assez forts.
hein, dans le personnel des compagnies aériennes et aussi dans le personnel des aéroports. Là, vous avez dit tout ça est lié à ça et ça au début, mais tout ça est aussi lié à l'attitude du gouvernement actuellement. Au sein de l'Arizona, il y en a qui pleurnichent, mais qui ne font rien. Mais il y en a qui restent un petit peu isolés sur cette position, sur l'attitude à avoir par rapport à Israël, un peu comme le dernier village, enfin plutôt le dernier village Schtroumpf, avec le Schtroumpf grognon qui fait peur à tout le monde et qui ne prend pas position. Là, en l'occurrence, on parle des compagnies aériennes, on ne parle pas des gouvernements. Ce débat, et ce que nous demandons aussi, c'est que ce débat soit mis en débat, là où il y a en débat, Didier, qu'on comprenne bien, bien, parce que vous me parlez du gouvernement, mais là, vous en voulez aux compagnies aériennes. Le gouvernement ne fait rien à part pleurnicher, et donc les travailleurs agissent. Si personne n'agit, les travailleurs agissent. En l'occurrence, c'est pas la faute du gouvernement si des compagnies aériennes reprennent des lignes vers Israël. Ah, mais ça, vous demandez aux compagnies aériennes pourquoi est-ce qu'elles reprennent des vols vers Israël, hein? Demandez-leur. Oui, hein, alors qu'Israël est un pays qui est en état de guerre. Hein. Mais donc ne l'oublions pas. Vous en voulez d'abord aux compagnies aériennes, qu'on vous comprenne de reprendre ces vols. Et au gouvernement et aux compagnies aériennes. Comment est-ce que vous comprenez, vous, ce mouvement, Dany? Ils ont raison en tant que membre du personnel. Je ne comprends pas la position qui est adoptée. Je voudrais que notre ami s'explique un peu plus, parce que je ne sais pas quelle est sa position. Il met à la fois en cause les compagnies aériennes, il met à la fois en cause le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement, à l'heure actuelle, peut faire? On sait très bien qu'il y a des visions qui sont différentes au sein du gouvernement. D'aucuns estiment qu'il n'y a rien à faire vis-à-vis d'Israël. D'autres, au sein du gouvernement, ont une position beaucoup plus souple et qui disent qu'en réalité, on doit aller de l'avant et prendre des sanctions vis-à-vis d'Israël. Mais Dany, je reste un instant sur le tarmac de l'aéroport et puis on laissera évidemment répondre Didier, Salma et aussi évidemment toute l'équipe ce soir sur ce plateau. C'est le but du jeu. Mais je voudrais d'abord comprendre, restons sur le tarmac de l'aéroport. Vous comprenez que des bagagistes, que des hôtesses de l'air, que des pilotes refusent de monter dans un avion à destination d'Israël en disant « Nous ne transporterons pas des criminels de guerre ». Alors là, il y a une contrariété d'intérêt qui est énorme, puisque eux, ils ont leur opinion, ils veulent absolument l'imposer. L'employeur qui estime qu'il faut faire des vols en direction d'Israël ne peut pas marquer son accord avec cela. Et là, on a une opposition totale. Qui doit primer? L'employeur qui veut maintenir son activité ou le point de vue des employés ou des ouvriers? Peu importe, c'est un énorme problème. J'ai l'impression qu'on va une nouvelle fois exploser le timing sur ce sujet parce qu'il y a le match entre Didier d'un côté et Dany de l'autre, mais il y a Jean et Salma qui vont intervenir dans un instant en tant qu'arbitre. De quel côté vont-ils faire pencher la balance? Vous le saurez juste après ça. Ça se passe chez nous, oui, encore et toujours chez nous, et plus exactement dans nos aéroports, dont l'aéroport de Zaventem, mais pas seulement. Et pourtant, tout ça est lié à l'actualité internationale et à ce qui se passe en Israël. Vous l'avez entendu avec Didier il y a quelques instants, des membres du personnel aérien, bagagistes, pilotes, mais aussi évidemment hôtesses ou hôtes de l'air, refusent de participer à des vols entre la Belgique et Israël, et notamment entre la Belgique et Tel Aviv. On va laisser répondre Didier dans un instant, mais d'abord, on va faire descendre la pression un tout petit peu avec Salma et avec Jean. Est-ce que vous comprenez ce mouvement du personnel aérien qui refuse de participer à ces vols ? Je comprends que ce soit dans son métier compliqué d'envisager d'aller dans une zone de guerre, et je comprendrais l'argument sécurité. Il a d'ailleurs été il a été opposé il y a quelques mois, si ma mémoire est bonne, en disant nous ne sommes pas en sécurité, nous ne souhaitons pas le faire. Donc ça, je peux l'entendre. Ici, j'ai quand même l'impression que tout le monde devient l'ONU en fait, et donc on est en train de décider de en fait ce qui est moral ou pas. Qu'on ait des convictions personnelles, je les comprends, mais qu'on les oppose en fait à tout le monde, là ça devient compliqué parce qu'il n'y a pas de contrainte telle comme la contrainte de sécurité, en tout cas qui n'a pas été identifiée et tranchée par les organisations. Maintenant, je m'interroge quand même sur le niveau de concertation pour avoir ce tel décalage. Et je pense que la concertation, elle est importante. Donc si on a un tel décalage entre les employés et ce qu'ils ressentent, et le stress et la difficulté qu'ils ont, et les décisions qui sont prises par les compagnies, je leur recommanderais d'avoir de la concertation positive et constructive. Ils peuvent se voir à la cafétéria, par exemple. Voilà. Il y a des occasions de parler. Ça existe, la concertation sociale. Didier, je sais que vous piaffez. Vous allez pouvoir répondre, mais d'abord, en quelques mots. Jean, votre avis là-dessus? En quelques phrases, moi je pense que l'employeur, justement, n'écoute pas. Il est à la question de sécurité, mais je pense aussi que c'est sain que les travailleurs et les syndicats expriment leur mécontentement au vu du fait que ça ne bouge pas. Parce qu'ils ne veulent pas participer à une chose très claire. C'est un génocide, c'est un projet de colonisation qui a été évoqué là
maintenant, et ils veulent pas participer à ça. C'est ça, à tel point que même d'ailleurs, aujourd'hui, on voit que les universités belges sont sorties ce matin pour dire qu'ils voulaient des sanctions. En fait, tout le monde veut des sanctions. Il y a certes, outre la question de la reconnaissance de l'État, mais ça c'est un autre sujet, mais où 2 tiers, quand même plus de 2 tiers la souhaitent, il y a en second point une vraie volonté de sanctionner. Parce qu'aujourd'hui, le projet qui est annoncé, et je comprends qu'humainement, individuellement même en tant que travailleur, on ne veut pas participer à ça, parce que ça n'a pas d'autre mot que la colonisation, à tel point que, j'ai déjà parlé des chefs du Mossad qui n'étaient pas d'accord, l'ex-premier ministre israélien a encore marqué son désaccord, il veut que ça stoppe. Encore à côté, et encore ce matin. Donc finalement, si je vous comprends bien, vous nous dites que le personnel aérien n'est qu'un élément de plus dans tous ceux qui demandent quelque part des sanctions. C'est un maillon supplémentaire. Les Israéliens étaient dans la rue hier pour dire qu'en fait tout le monde souhaite une seule chose, c'est que ça stoppe. Et donc c'est normal que les travailleurs veulent que ça stoppe également. On lui a promis, il a été particulièrement discipliné, il a patienté. Didier, vous pouvez répondre et clôturer le sujet. Et effectivement, les 100 000 Israéliens qui manifestaient hier, ça, évidemment, les travailleurs sont solidaires avec eux. Mais maintenant, il y a eu plein de trucs qui ont été dits. D'abord, je voudrais rappeler que le premier jour où la Russie a attaqué l'Ukraine, le premier jour, directement, tout était annulé, c'est fini, et depuis, on n'y va plus. Ici, maintenant, leurs opinions, il y a quand même un génocide qui est reconnu par de plus en plus de monde, notamment à l'ONU. Donc, je ne sais pas, je crois que c'est quasiment unanimement reconnu qu'il y a un génocide. Politiquement, donc, pas au niveau ce sont des principes moraux et du respect des droits humains. C'est ça la base, quoi. C'est pas des critères religieux ou raciaux, ça n'a rien à voir avec ça. Il se passe quelque chose de là-bas qui est grave, qui est vraiment très grave. Écoute, maintenant, concernant la concertation, Madame a évoqué, la concertation, on en a parlé ici, l'exemple de Ryanair, on essaie de parler de ce sujet pendant des mois et des mois, il continue, non, on y va, et pas sur base volontaire, au moins chez Bruxelles Airlines, c'est sur base volontaire. Mais là, on y va pas, on va en commission paritaire, ils ne veulent pas, et donc finalement, les gens se mettent en grève, c'est quand même sur base volontaire, etc. Il n'y a pas de concertation parfois. Et ces compagnies nous disent toujours la même chose, nous avons un système, nous avons au sein de notre groupe un risk assessment qui fait des études sur ce qui se passe sur place et qui nous disent que tout va bien. Ryanair, le 7 octobre au soir, je leur ai écrit, annulez quand même vos vols vers Israël. Le lendemain, le 8 octobre, ils m'ont dit, le lundi 8, ok, on va annuler, mais jeudi on reprend parce que notre risk assessment a dit qu'à partir de jeudi, c'est safe. Pour conclure, Didier, un petit peu. Ce mouvement, il va être suivi, fort suivi ? Ah non, ça va pas, je vais être clair avec vous, ça ne va pas entraîner d'annulation. Je ne crois pas. Peut-être de la part des bagagistes. On verra bien ce qui se passe cette nuit chez les bagagistes, parce que tout peut changer avec eux. Mais le but, c'est pas ça. Il faut savoir aussi que le ministère de l'Intérieur déconseille les vols à destination de Tel Aviv. Ce ne sont pas des gens qui vont là-bas en vacances. Donc ça, il faut le savoir aussi. Donc, maintenant, voilà. Le gouvernement pleurniche, ne fait rien, se plaint, on dit de plus en plus, disent il faut faire quelque chose, débattez-en au Parlement. Ah, mais faites des sanctions alors, parce qu'ils disent tous il faut faire des sanctions à Israël. Le gouvernement pleurniche ne fait rien, les travailleurs, eux, ils agissent. C'est votre message en tout cas ce soir, et comme promis, vous aurez eu le mot de la fin sur ce dossier. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec C'est ça la vie, consacré aux ouragans à 20h, profession criminelle et 2 enquêtes exceptionnelles. Et puis à 22h, rendez-vous avec Nicolas Pipin et Bonsoir les stars. Nous on se retrouve demain, même heure, même endroit. Belle soirée, salut.